Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je me trouve à bord de la nouvelle Mercedes EQA restylée que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne car vous êtes encore très nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés. Je tenais d'ailleurs à remercier les plus de 8400 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Ça me permettra encore une fois d'avoir plus de visibilité vis-à-vis des marques qui n'ont pas encore ouvert leurs portes. Ainsi, je pourrai continuer à vous offrir des vidéos de qualité garanties sans bruit de pixels, même sur votre télé 4K. Alors d'autant plus que c'est gratuit, alors n'hésitez surtout pas. Et je vous remercie infiniment de contribuer au développement de ma chaîne. Allez, on passe au design. Les dimensions ne changent pas, on est toujours sur 4,46 m de long, 1,83 m de large et 1,62 m de haut. Contrairement à certains constructeurs comme Renault qui n'hésitent pas à restyler en profondeur ses modèles à mi-carrière, comme par exemple sur le Captur ou bien encore la Clio, et bien chez les constructeurs allemands on est plus dans la retenue et la subtilité. Le QA de 2024 ne viendra pas démoder le précédent modèle. On notera une nouvelle calandre toujours pleine, mais cette fois-ci elle nous met les étoiles plein les yeux. Le bandeau lumineux qui a été inauguré précédemment est aussi reconduit sur la face avant qui vient relier les deux phares avant. Tout comme à l'avant, le pare-choc arrière ne change pas de design. Le bandeau lumineux à l'arrière est tout aussi reconduit. On notera juste que sur cette QV 2024, la signature lumineuse change de design. Alors par contre, moi j'aurais bien aimé avoir des clignotants à défilement, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Cette version d'essai en finition AMG Line est équipée de jantes de 18 pouces chaussées de pneus Michelin e-Primacy. On gagnera ainsi quelques kilomètres d'autonomie. Le volume de coffre ne change pas non plus, on est toujours sur 340 litres. Les dossiers sont rabattables selon le schéma 40-20-40 et ainsi rabattu on pourra remonter jusqu'à 1320 litres. Bien que le coffre puisse contenir les courses d'une semaine pour une famille de 4, j'ai quand même dû mettre les housses contenant les câbles de recharge ainsi que le chargeur dans l'habitacle. Me voilà installé à l'arrière de l'EQA. Alors que vous dire que en fait on est bien installé à l'arrière. J'ai donc les fesses bien au fond du siège. Je mesure un tout petit peu moins d'1,80 m et là vous voyez je ne touche pas le plafond. Alors je pense que si vous mesurez à partir d'1,85 m, là vous allez vraiment toucher le plafond. Alors ce qui concerne l'espace au niveau des jambes, alors je conduis près du volant et voilà on a quasiment une bonne vingtaine de centimètres là entre mes genoux et le dossier du conducteur. Donc on va avoir encore pas mal de marge pour ceux qui conduisent un petit peu plus loin du volant. Autrement, en termes, l'assise là, je trouve un peu dommage que ce ne soit pas plus incliné vers le haut, de sorte à avoir un petit peu plus de maintien au niveau des cuisses. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, un peu dommage. Donc ça, c'est un petit détail. Alors comme vous avez pu le voir, on a aussi un accoudoir entre les deux passagers avant et avec deux porte-gobelets à l'extrémité avec une très belle cinématique, je trouve. Alors les dossiers sont rabattables selon le schéma 40-20-40. Par contre on ne pourra pas régler l'inclinaison selon plusieurs niveaux. Ça c'est un peu dommage pour un SUV compact qui se veut familial. Donc on ne pourra pas moduler le volume de coffre de cette manière là. D'autant plus que l'assise non plus n'est pas coulissante, contrairement à l'EQB. Ça aussi c'est un peu dommage. Donc comme je vous le disais, on peut donc rabattre là cette partie là et on pourra transporter des objets longs, des skis ou bien si vous allez faire des courses dans des magasins de bricolage ou d'ameublement, vous pourrez transporter des objets longs de cette manière là. Ça c'est plutôt pratique. On a aussi deux aérateurs là pour les passagers à l'avant, un petit rangement ici et en bas on va avoir un petit rangement et deux prises USB-C. Alors ensuite, pour finir, l'assemblage à l'arrière, qualité des matériaux, on est traité de la même manière qu'à l'avant. Donc sur la partie haute, on va avoir une partie en simili-cuir avec surpiqûre rouge dans cette finition AMG Line. Là, une partie en microfibre ou alcantara, je sais pas trop, mais en tout cas c'est très très doux. Poignée de porte et là, cette poignée là, en finition alu brossé, vraiment très bien fini. Et on va avoir aussi un petit vide-poche
dans laquelle on pourra y mettre une bouteille d'1,5 litre, je pense. Voilà en ce qui concerne l'arrière de l'EQA. Alors qu'est-ce que ça donne au volant de ce nouvel EQA restylé? Alors déjà, le volant est différent, on a un design qui change par rapport à l'ancienne version. On a désormais 3 doubles branches. Alors ici c'est la finition AMG Line, hein, donc on a une présentation bien sportive. Alors on garde toujours l'aspect tactile là, sur les deux branches là, sur les côtés. Alors c'est pas toujours très pratique, hein. Moi je préférais plutôt l'ancienne version avec le petit carré tactile là, qui était plus pratique je trouve. Parce que là, bon, je sais qu'il faut conduire soit à 10h10 ou à 9h15, mais des fois quand on pose la main comme ça, eh bien, on risque d'activer des choses au niveau du tactile. Bon, ça c'est un petit détail, il faudra changer vos habitudes. Alors sinon, alors moi ce qui m'avait un peu surpris, c'est vraiment l'épaisseur du volant. C'est très agréable. Alors là sur cette finition AMG Line, hein, on a du cuir perforé et sur piqûre rouge là sur le volant, et comme vous pouvez le voir aussi sur la contreporte ici. Donc on a vraiment une présentation très sportive à bord de cette finition AMG Line. Alors ce qui va changer aussi à bord de l'EQA 2024, c'est l'instrumentation. Voilà, ben, ouais, j'ai touché et puis ça a changé donc l'écran derrière. Donc ce qui change aussi, c'est l'instrumentation numérique. Désormais de série, on va avoir donc le meilleur affichage. Et donc auparavant on pouvait changer donc, ce qu'il y avait dans les cadrans des deux côtés. Bon, cette fois-ci on pourra plus changer sur cette version là, mais c'est pas plus mal parce que du coup c'est un petit peu plus simple, un peu moins sophistiqué je dirais, et pour le coup c'est un peu plus pratique. Donc si on veut changer l'aspect des compteurs, voilà, on aura plusieurs styles de compteurs, et donc on va changer à travers le pavé tactile là, et pour valider là, il va falloir appuyer sur OK ici. Donc c'est tactile et en même temps on peut appuyer sur le bouton. Donc si je change sur sportif, voilà, ça donne cet aspect là. Donc on pourra changer que les différents styles en fait désormais. Bon, moi je trouve que c'est pas plus mal, hein. Encore une fois ça rend moins compliqué à utiliser. Et c'est déjà assez complet comme ça. Voilà, donc on pourra changer ce qui est affiché au milieu en faisant défiler là, comme ça, de cette manière-là. Donc voilà, l'écran offre vraiment une très bonne qualité d'affichage, hein. On ne voit pas du tout les pixels. Et l'affichage est vraiment très agréable lorsqu'on conduit, hein. On a toutes les informations, vous voyez. Très sympa. Alors, moi je voulais vous parler aussi du Commodo. Hein. C'est quelque chose qu'il faut parler chez Mercedes. On a toujours des Commodo multifonctions. Alors, sur le côté gauche, on va pouvoir faire les clignotants. Et en bout, vous voyez, c'est rotatif et on va pouvoir actionner les essuie-glaces. Voilà. Et en appuyant au bout, ce sera pour faire le lave-glace. Ici, c'est pour activer donc l'essuie-glace à l'arrière et là pour le lave-glace à l'arrière. Donc voilà. Donc voilà la spécificité de chez Mercedes, c'est qu'on a toujours un Commodo multifonction. Et le Commodo de droite, donc c'est pour le sélecteur de vitesse. Alors pour l'aspect multimédia, le MBUX hein, évolue un tout petit peu, hein, mais rien qui est perturbant. C'est toujours bien présenté, agréable visuellement. Et donc c'est toujours aussi ultra fluide, comme vous pouvez le voir. Et donc on va pouvoir régler beaucoup de choses à l'intérieur de la Mercedes. Donc tout ce qui est assistance à la conduite, tout ce qui est lié à la voiture, à l'éclairage d'ambiance. Donc on va pouvoir avoir plusieurs palettes de couleurs selon vos humeurs et vos goûts. Ça c'est vraiment super sympa. Là on va avoir donc la possibilité d'avoir des petits massages. Et donc voilà, tout ce qui est lié au système, reconnaissance vocale, etc. Alors ce qui est sympa, c'est que dans la législation, on est obligé d'avoir un petit avertisseur sonore quand on dépasse les limitations de vitesse. Et ce qui est vraiment très pratique là, chez Mercedes, c'est qu'on a juste à cliquer là, sur le panneau, là où il y a marqué 60 et le petit haut-parleur. Et bien,
on pourra désactiver facilement sans devoir rentrer dans les menus comme chez les autres constructeurs. Une autre évolution par rapport à l'interface MBUX, eh bien l'intégration de CarPlay et Android Auto est désormais affichée sur une plus grande largeur de l'écran, quand auparavant c'était plutôt sur du 4/3. Donc on avait un affichage carré et puis sur les côtés c'était pas exploité. Donc là c'est désormais mieux intégré sur cette nouvelle version et c'est vraiment pas plus mal. Alors autrement, sur cette partie-là, ça ne change pas, on a toujours tout ce qui est lié à la climatisation, au chauffage, etc. Et encore une fois, quand on change la température de la clim ou du chauffage, eh bien la couleur là au niveau des aérateurs va changer. Donc là, vous voyez, c'est bleu quand je mets plus froid et quand je mets plus chaud, eh bien c'est rouge. Ça, c'est vraiment sympa. À bord de la Mercedes EQA et EQB aussi, hein, c'est pareil, on aura la même chose. Et ce qui va changer, c'est à ce niveau-là. Avant, on avait un petit repose-poignet, repose-main avec en bout, je pense, pour naviguer dans le NBUX, mais désormais, tout est tactile au niveau de l'écran d'info divertissement. Autrement, on va avoir un rangement ici, deux portes gobelets. Là, ici, on va avoir un chargeur à induction, une prise USB-C. Là, vous voyez, Mercedes fournit le câble avec un adaptateur USB-C, USB-A. Très sympa aussi. On va pouvoir changer, là, ici, les profils de conduite sur 4 profils différents. On va démarrer par défaut sur le mode confort. On va pouvoir ensuite basculer sur le mode éco, sur le mode sport et sur le mode individual. Donc, hop, je vous montre dès qu'on appuie. Alors, dès qu'on appuie, voilà, on va avoir ces 4 modes. L'individual, ce sera un mode personnalisé. On pourra donc changer tous ces paramètres-là. La réponse moteur, la fermeté de la direction et aussi au niveau de l'ESP. Donc ça, c'est vraiment super sympa chez Mercedes, le fait de pouvoir avoir son mode de conduite personnalisé. Voilà à ce niveau-là. Ensuite, sur cette version d'essai, il est aussi équipé de l'assistance au stationnement qui fonctionne vraiment très bien. Et bien là, donc du coup, on a un petit espace là pour poser quelques petites affaires. Et on a toujours aussi un accoudoir qui va présenter 2 prises USB-C, un rangement assez profond. Voilà pour les petits changements. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'habillage là, ici, qui présente beaucoup d'étoiles. Mercedes joue beaucoup sur ça, entre la calandre, les décors à l'intérieur, sur donc la planche de bord et aussi sur les contreportes. Là aussi, on va avoir des étoiles qui seront aussi illuminées de nuit. C'est vraiment très sympa. Donc toujours une très belle qualité intérieure, hein. Là, plastique imitation alu brossé, c'est vraiment qualitatif, hein. Là, donc sur piqûre rouge avec une matière en simili-cuir. Là, on a soit de la microfibre ou de l'alcantara. C'est vraiment très très doux au toucher. Et là, vide-poche très très large. On pourra mettre aussi une grande bouteille d'1,5 litre. Ça passe largement. Donc bon, après, mon classique, hein, le volant se règle de cette manière-là. Il y a un petit levier en profondeur ou bien en hauteur. Et bien, je vous propose de passer à la conduite. Sous le capot de l'EQA 250+, on va avoir un moteur électrique de 190 chevaux pour 385 Nm de couple. Le 0 à 100, lui, s'effectue en 8 secondes 6. Et on va avoir une vitesse maximum de 160 km/h. La batterie de 70,5 kWh net va pouvoir être rechargée en courant alternatif jusqu'à 11 kW ou en courant continu jusqu'à du 100 kW. On pourra ainsi passer de 10 à 80% en un petit peu plus de 35 minutes. Alors bon, certes, c'est un petit peu moins performant que chez la concurrence, mais bon, autrement,
Ça permettra eh bien, de prendre un café, de se dégourdir un peu les jambes, d'aller faire un petit pipi, un petit peu plus tranquillement, parce que parfois 30 minutes c'est un petit peu court, hein. Donc de ce côté-là, franchement pour moi, ce ne serait pas très dérangeant. Alors une chose à dire aussi, c'est que Mercedes a inclus la technologie plug and charge, un peu à l'instar de Tesla. Lorsque vous allez brancher votre Mercedes chez Ionity, comme Mercedes fait partie du consortium Ionity, eh bien on n'aura pas besoin de s'identifier avec une carte, le véhicule sera reconnu automatiquement lorsqu'on aura branché le pistolet dans le port de charge. Ça c'est vraiment plutôt sympathique et très pratique. Au niveau de l'autonomie, on sera entre 500 km et 700 km, alors qu'on soit sur un cycle mixte ou alors en ville, hein, selon le protocole WLTP, donc ce qui est vraiment plutôt pas mal du tout au volant de l'EQA. Alors en termes d'agrément moteur, moi ce que j'ai bien aimé dans l'EQA, en fait, c'est au démarrage, eh bien, on ressent bien le couple qui est disponible à bas régime, on sent que le véhicule est bien dynamique. Alors par contre, ensuite quand on est lancé, voilà, sur voie rapide ou sur autoroute, eh bien, les reprises sont un petit peu plus linéaires. Donc de toute manière, hein, c'est en rapport à sa puissance et à son poids. On a quand même un poids qui fait un petit peu plus de 2 tonnes. Donc rien de choquant là-dessus. Ça reprend aussi bien qu'un E3008. Alors par contre, c'est quand même plus dynamique à l'arrêt que le E3008 par exemple que j'ai essayé précédemment. Il est à noter que sur le profil de conduite sport, eh bien, la puissance aura quand même un petit peu de mal à passer complètement sur les roues avant. C'est une traction. Alors ce mode de conduite, moi je privilégierais plutôt quand on est sur autoroute, au moment d'un dépassement, pourquoi pas. En tout cas sur chaussée humide ou quand il pleut, au démarrage, ça a tendance à beaucoup patiner sur ce profil de conduite. En ce qui concerne la tenue de route et au niveau du châssis, on a quelque chose qui est aussi très similaire à l'EQB que j'avais essayé. On a donc un très bon compromis entre confort et tenue de route, donc en le poussant un peu dans les virages. Le véhicule aura tendance à être un petit peu en sous-virage, mais franchement rien de dangereux là-dessus, donc on a vraiment un très bon compromis à ce niveau-là. Alors concernant le freinage régénératif, par contre on ne pourra pas faire une conduite à one pédale, arrivé à peu près 15 km/h et à zéro, on sent que le freinage régénératif diminue et là il va falloir freiner pour arrêter complètement le véhicule. Bon ben nous voilà partis pour le test de consommation. Là je suis sur la 6, donc au niveau de l'insonorisation c'est vraiment pas mal du tout. Là je vais retourner à 110 km/h. Là on va mettre le régulateur de vitesse adaptatif. Voilà, ça réagit plutôt bien. Alors est-ce qu'on a un volant capacitif? Là je lâche les mains. Au bout de combien de temps? Ah voilà. Là je pose les mains. Bon voilà, c'est vraiment capacitif. Il a détecté directement mes mains. C'est vraiment pas mal du tout. Là avec le véhicule qui est devant moi. C'est vrai que si je mets une trop grande distance, donc là ça reprend vraiment très bien, c'est bien géré, hein. Les accélérations sont assez douces. Alors même avec la distance au minimum, on a quand même une grande distance, là l'équivalent d'une 3/4 de grande ligne sur le côté droit là, de la bande d'arrêt d'urgence. Donc voilà, on a quand même une grande marge de sécurité, pas de problème. Là, en courbe, qu'est-ce que ça fait? Là, on voit que le volant il tourne légèrement là. Ça fait comme ça, comme ça, comme ça corrige au fur et à mesure. J'aurais bien aimé en fait, le véhicule épouse bien la forme du virage. Parce que dans les virages un peu plus prononcés, on va sentir que la voiture donne des petits coups de volant comme ça pour rester dans la courbe. Ça c'est un peu dommage je trouve. C'est assez surprenant d'ailleurs. Bon en tout cas c'est vraiment bluffant hein, de pouvoir conduire quasiment sans les mains. Un petit mot au niveau de l'insonorisation à 110 km/h, elle est vraiment très bonne. On entendra juste un petit peu de vent là au niveau des montants. Là je vous montre. Voilà, on est aux alentours des 66 dB, voire même un peu moins. J'étais même descendu à 64 selon les revêtements. Donc vraiment l'insonorisation est vraiment très bonne à bord de l'EQA.
On va voir ce que ça va donner à 130 km/h. Et bien nous voilà 130 km/h. Alors même Waze me dit qu'on est à 126 alors que là je suis à 131 sur le régulateur de vitesse adaptatif. Bon bah voilà, hein, encore une fois c'est bien insonorisé. On entendra juste un petit peu de bruit d'air au niveau des montants avant, mais rien d'alarmant. C'est vraiment bien insonorisé. Alors là je vais essayer de passer quand même à 130 km/h. Pas compteur mais ce que m'indique Waze. Alors je trouve pas très pratique hein, tout ce qui est commande tactile là. Voilà, donc à 134 je suis à 129 d'après Waze. Donc là encore une fois l'insonorisation est vraiment très bonne. L'insonorisation, on a vu qu'elle était plutôt bonne quand on était sur autoroute à 110 et 130 km/h. Alors par contre là, je suis dans les bouchons sur la 6 pour aller en direction de Paris. Et en fait, on entend quand même pas mal la circulation autour. Donc ça aurait été plutôt sympa qu'il y ait les vitrages feuilletés à bord de l'EQA. Au niveau des consommations, alors j'étais agréablement surpris. Là, pour restituer le véhicule sur un trajet de 46 km en région parisienne, où ça va mêler autoroute à 110 km/h maximum, et bien l'EQA a consommé 11,6 kWh au 100 sur le profil de conduite confort. Donc vraiment très bonne surprise. Bon, il faut savoir que je ne mets pas de chauffage ni de climatisation, juste un petit peu de ventilation avec la température aux alentours des 17-18 degrés, sachant qu'à l'extérieur il fait 16 degrés d'après ce que me dit l'EQA. Alors autrement, j'ai aussi effectué un trajet de plus de 170 km, là qui comporte de l'autoroute à 90, 110, 130, un petit peu de ville, et là j'ai eu une consommation aux alentours des 15 kWh au 100. Donc on a vraiment de bonnes consommations à bord de l'EQA. Au niveau des tarifs, alors il faut savoir que l'EQA 250+ de l'essai est tout de même assez bien équipé, on est sur une finition assez haute, hein, sportive AMG Line, donc on est au-delà des 63 000 €. Alors il faut savoir que l'EQA est aussi disponible en finition édition, avec l'essentiel en termes d'équipement, donc c'est un petit peu moins bien présenté à bord, mais il sera disponible en dessous des 47 000 €, ce qui lui permettra de bénéficier du bonus écologique, étant donné que l'EQA est fabriqué en Europe. Ainsi s'achève la vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. N'oubliez surtout pas de me dire ce que vous en pensez de cette EQA en commentaire, hein. N'oubliez pas de me lâcher un like, hein, c'est toujours bon pour l'algorithme. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est vraiment très important pour le futur de la chaîne. Cliquez sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et bien sur ce, je vous dis portez-vous bien, attention sur la route surtout, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!